Donc une petite vidéo aujourd'hui pour les élèves de 4e qui ont travaillé et qui étaient en train de travailler avec moi sur l'île des esclaves de Marivaux. Donc il faudrait réussir à réaliser la carte d'identité de l'auteur. Donc Marivaux, c'est en fait Pierre Carlet, plus exactement Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux. Il naît en 1688. Et donc s'il est né en 1688, Marivaux est un auteur de quel siècle ? Et oui, évidemment, du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, qu'on appelle également siècle des Lumières. La question est de savoir si on l'appelle siècle des Lumières parce que c'est l'époque où EDF a été créé. Et non, absolument pas. Les Lumières sont en fait un mouvement littéraire et philosophique qui naît en Europe au XVIIIe siècle. Ce mouvement a une particularité, c'est qu'il est fondé sur la raison, c'est-à-dire le fait de réfléchir, de sortir des préjugés et de l'intolérance. Et donc l'objectif des philosophes des Lumières, c'est de faire progresser les hommes vers plus de savoir, plus de connaissances, plus de bonheur et plus de liberté. L'œuvre majeure des philosophes des Lumières, c'est l'encyclopédie. Vous allez d'ailleurs avoir sur l'image des philosophes des Lumières qui vont apparaître. Donc le but, c'est de trouver qui est qui. Donc vous avez reconnu Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et Montesquieu, qui sont trois grands philosophes des Lumières. Ensuite, on va s'intéresser donc aux principales informations que vous pourriez connaître sur la biographie et donc la vie de Marivaux, donc auteur du XVIIIe siècle, de naissance noble, qui a plutôt au début fait des études de droit, mais qui finalement se tourne vers le théâtre. Les principales œuvres dont nous avons déjà parlé en classe de Marivaux sont notamment la pièce de théâtre Le jeu de l'amour et du hasard. On va ensuite s'intéresser plus particulièrement à notre pièce, donc L'île des esclaves, qui est une comédie écrite par Marivaux en 1726. Je vous laisse découvrir sur l'image un rapide résumé de la pièce. Donc les principaux thèmes de la pièce de Marivaux, L'île des esclaves. Vous avez une réflexion sur la notion de liberté et bien sûr sur l'esclavage. L'île des esclaves est aussi une utopie, c'est-à-dire qu'on imagine à travers le biais de la fiction un lieu en dehors de la réalité avec des règles qui n'existent pas et qui pourtant devient un lieu en quelque sorte idéal. L'île des esclaves est aussi un moyen de réfléchir sur la société de l'époque, qui n'est pas une société égalitaire. Il faudra attendre 1789 pour se poser justement la réflexion de l'égalité entre les hommes. L'île des esclaves est donc une sorte d'expérimentation sociale, une sorte de jeu au travers duquel les maîtres et les esclaves vont inverser leur rôle pour réfléchir sur leurs actes, pour s'interroger sur leurs conditions, soit la condition du maître qui peut abuser de son pouvoir, soit la condition de l'esclave. Et bien sûr, Marivaux étant quelqu'un d'assez optimiste, il voudrait faire en sorte que cette expérience fasse changer et évoluer ses personnages. Concernant les personnages, justement, le principal personnage de la pièce est Arlequin, un personnage hérité de la commedia dell'arte du XVIe siècle. C'est un valet à la fois facétieux et comique. Le côté comique de ce valet apparaît dès son entrée en scène dans la scène 1, scène d'exposition, parce que à la suite du naufrage, la seule chose que Arlequin a réussi à sauver, c'est sa bouteille. Arlequin est l'esclave d'Iphicrate, Iphicrate dont le nom signifie qui exerce son pouvoir par la force. C'est donc notre premier binôme qui va inverser les rôles entre le maître et l'esclave. Le second binôme est un binôme féminin qui se compose d'une maîtresse, Euphrosine, et de sa servante Cléantis. Euphrosine est une femme hautaine, superficielle, égocentrée, qui véritablement ne pense qu'aux apparences liées à son rang. Enfin, le cinquième personnage qui apparaît est le personnage de Trivelin. C'est aussi un personnage hérité de la commedia dell'arte, une sorte de valet à la Scapin. Mais dans l'île des esclaves, il a tout à fait un autre rôle parce que c'est le maître du jeu. C'est en quelque sorte le Denis Brognard de l'île des esclaves.
Si l'on devait résumer l'intrigue de l'île des esclaves en différentes étapes, on commencerait en premier par la scène d'exposition qui raconte l'arrivée sur l'île de deux naufragés involontaires qui sont donc Iphicrate et Arlequin qui arrivent de Athènes en Grèce où Iphicrate était donc le maître absolu d'Arlequin sur lequel il exerçait un pouvoir sans limite, un pouvoir fait de coups au quotidien et d'insultes fréquentes. En même temps, on comprend que ce naufrage n'est pas que celui d'Arlequin et Iphicrate et qu'un autre binôme a fait également naufrage, c'est le binôme entre Euphrosine et Cléanthis. Très rapidement arrive le personnage de Trivelin qui va donc donner les règles du jeu sur cette île. La première règle consiste à inverser les rôles. C'est pour ça que Trivelin va très vite désarmer Iphicrate qui a son pouvoir par son épée, et donner cette épée à Arlequin. Ensuite, ils vont inverser et échanger à la fois leur nom, leur identité, leurs vêtements et leurs fonctions. Bien sûr, le but de cette expérience, c'est de corriger les maîtres en leur faisant comprendre ce qu'ils ont pu faire endurer au quotidien à leurs serviteurs. Cette image montre bien justement que le maître au quotidien insulte son serviteur. Arlequin dit qu'il n'a même pas de prénom, on l'appelle et les prénoms que Cléanthis reçoit de la part d'Euphrosine sont des insultes. Elle est traitée par exemple de sotte, comme le montre l'image. Une des scènes importantes et une des épreuves majeures de l'île des esclaves, c'est l'épreuve dite du miroir. C'est la scène 3 dans laquelle Cléanthis va, devant Trivelin, dresser le portrait d'Euphrosine avec Euphrosine qui écoute justement tous les défauts que va lister Cléanthis concernant sa maîtresse. Défauts qui font apparaître à quel point Madame Euphrosine est vaine, minaudière et coquette, qu'elle ne pense qu'à sa personne, qu'elle n'est soucieuse que du paraître, qu'elle est dans la séduction perpétuelle. Elle est plutôt dans le paraître plutôt que dans l'être. Nous arrivons à présent à la scène 6, qui est une scène en quelque sorte centrale dans l'intrigue de la pièce, puisque nous sommes pratiquement à la moitié de la pièce. La pièce ne comporte que 11 scènes. C'est une scène de marivaudage, donc d'échanges galants et courtois, une scène de séduction entre Arlequin et Cléanthis qui vont jouer, s'amuser, à se courtiser, comme s'ils étaient des gens de la haute société. Manque de bol, très rapidement, Arlequin ne va pas pouvoir tenir le jeu, ne va pas pouvoir tenir ses engagements, va se révéler tel qu'il est, c'est-à-dire d'un naturel pas très galant, d'un naturel pas très noble, ce qui va profondément énerver Cléanthis, qui va du coup proposer un autre jeu de séduction à Arlequin. Cette scène de marivaudage n'est pas sans rappeler le tableau de Jean-Antoine Watteau, Pèlerinage sur l'île de Cythère, que je vous ai proposé dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, tableau sur lequel on voit au premier plan 3 couples qui sont en pleine scène de séduction, un peu comme dans la scène 6. Donc ça n'est pas sans rappeler le marivaudage, le discours galant et courtois qui s'échange entre les personnages dans cette scène 6. À la fin de la scène 6, un nouveau jeu de l'amour et du hasard va se mettre en place. La scène 6 montre en fait que la tentative de séduction entre Arlequin et Cléanthis est un véritable échec. À présent, Arlequin va devoir séduire Euphrosine. Donc c'est un ancien esclave devenu maître qui va devoir séduire une esclave qui est une ancienne maîtresse. Et de son côté, Cléanthis doit attendre que Iphicrate, devenu un simple esclave, veuille bien lui faire la cour. Très rapidement, on se rend compte avec la scène 8 que Euphrosine vit très très mal cette nouvelle situation. C'est pour ça que sur l'image, j'ai mis dur d'être une esclave. Elle est outrée de se voir, elle, Euphrosine, courtisée par un simple esclave qui est Arlequin, même s'il est désormais devenu maître. Et elle lui demande, elle le supplie d'arrêter immédiatement cette cour qui la met dans une situation vraiment très dévalorisante pour elle. Cette scène entre Euphrosine et Arlequin fait vraiment réagir Arlequin,
qui comprend que finalement, ça n'est pas si drôle d'être un maître et que l'on peut blesser, que l'on peut faire du mal. Et donc, on arrive à la fin de pratiquement la pièce. J'ai mis sur l'image « Tout est pardonné ». Harlequin va décider de pardonner Iphicrate, de pardonner ses violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Bien sûr, Iphicrate va s'empresser lui aussi de demander pardon à son ancien esclave. La même scène se reproduit en miroir entre Cléanthes et Euphrosine, même si Cléanthes a beaucoup plus de mal à accepter les excuses d'Euphrosine et à croire au repentir d'Euphrosine qui admet avoir dépassé les limites lorsqu'elle était une maîtresse. On peut donc à présent s'interroger sur la visée de cette pièce. On a souvent dit que la pièce de Marivaux était une pièce révolutionnaire. Elle a été écrite en 1726, 1789 sera la date de la Révolution française. Même si il y a, on va dire, des prémices, des idées de la Révolution française dans cette pièce, on est quand même, avec l'île des esclaves, dans une utopie où, au final, tout est bien qui finit bien. Les esclaves pardonnent les abus aux maîtres. Les maîtres auraient pris conscience ou ont pris conscience des abus de leur comportement lorsqu'ils avaient le pouvoir. Et donc Marivaux est plutôt un écrivain humaniste, c'est-à-dire un écrivain qui croit en la bonté de l'être humain et qui donc achève un peu cette île des esclaves comme une sorte de conte. Chacun va pouvoir repartir sur Athènes pour continuer leur vie, mais en gardant les mêmes rôles. C'est-à-dire que les maîtres redeviennent des maîtres, Iphicrate redevient un maître, Euphrosine redevient une maîtresse, et Cléanthes et Harlequin redeviennent de simples domestiques. Mais Marivaux laisse sous-entendre que désormais la leçon a été comprise. Une des citations de Trivelin dans la scène 11 est la suivante. « Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. » Donc la morale de cette pièce montre bien qu'on est dans le pardon et non pas dans la révolution. On est dans l'humanisme et non pas dans la révolution. Je vous remercie d'avoir écouté, visionné jusqu'à la fin cette vidéo. La prochaine que je vous prépare, c'est une vidéo qui vous fera réfléchir sur les différents choix de mise en scène de l'île des esclaves pour vous montrer que la mise en scène d'une pièce laisse part à une certaine liberté du metteur en scène, mais montre aussi ses choix et son interprétation de la pièce. Voilà, bonne continuation et à bientôt.